4 heures du matin dans le port de Fano, à 1 heure d'Ancona. Les 45 bateaux spécialisés dans la pêche à la vongole, que l'on surnomme en Italie des vongolara, quittent le port. Pour Paolo Palazzi, notre capitaine du jour, c'est un métier mais c'est surtout une histoire de famille. Les fils de mes frères, mon père, mon grand-père, tous des pêcheurs. Je ne changerai pour aucun autre métier au monde, pour aucun autre. D'ailleurs, ce matin-là, c'est entouré de son beau-fils et de son fils qu'ils vont pêcher le plus célèbre des mollusques sauvages de l'Adriatique, la vongole Camelea gallina, plus connue sous le nom de vongole lupini. D'ailleurs, pas besoin d'aller très loin pour les trouver. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller pêcher à 3 km environ au large du port, vers le sud. Si nous n'y voyons pas grand-chose, lui est comme un poisson dans l'eau. Heureusement, car ici, tous les bateaux pêchent un peu dans un mouchoir de poche. Pour la pêche aux mollusques, pas de sonar possible comme pour les bancs de poissons. Nos bivalves, eux, vivent dans le sable et ne bougent presque pas. Mais comment, dans cette nuit noire, savoir où aller pêcher ? Nous pêchons une fois par semaine dans un endroit, ou une fois toutes les 2 semaines. Je me souviens donc où j'ai pêché, quelle quantité il y avait, quel produit il y avait. Paolo a beau être sous la protection du Padre Pio, cela ne l'empêche pas de faire preuve de malice. Tu entends dire qu'il y en a un qui a fait 400 kilos. Alors la fois suivante, tu te dis, lui il a bien pris là, et tu vas là où il a pêché. 40 minutes à peine que nous sommes sortis du port, et déjà les premières coquilles sont remontées. Comme souvent pour la pêche aux mollusques, c'est à l'aide d'une grande drague en métal ratissant le fond sablonneux que l'on récolte notre précieuse vongole. Et aujourd'hui, la première remontée est spectaculaire. Maintenant, il y en avait tellement. J'ai pris 200 kilos, un peu plus. Ici, on pêche à 6 mètres de profondeur, 6-7 mètres. Aujourd'hui, on risque d'atteindre le quota du jour en un temps record. Des quotas qui ont énormément évolué dans les dernières années. Nous faisons le maximum pour maintenir la ressource. Les quotas étaient avant de 1200 kilos, on les a ramenés à 600 kilos et puis à 400 kilos, justement parce que nous voulons que cette ressource reste saine et bonne jusqu'à, je l'espère pour mes fils, mes neveux. Il faut dire qu'au début des années 2000, on a frôlé de très très peu la surpêche. Auparavant, il y avait des pêcheurs qui allaient là où il y en avait plus, prenaient la quantité, le maximum possible, et après on les vendait à n'importe quel prix, là où il y avait des usines pour les traiter, pour les transformer, etc. Ça, c'était une destruction, une utilisation sauvage pas correcte de la ressource. Alors on a fixé, premier lieu, arrêté le nombre de bateaux qui avaient la licence. On ne pouvait pas augmenter. Maintenant, en Italie, il y a 700 bateaux qui peuvent pêcher la vongola. Si vous voulez pêcher avec une autre bateau, vous ne pouvez pas. Gérer la ressource était donc devenu primordial, car c'est ici, sur les côtes de la mer Adriatique, que sont pêchées la majorité des vongoles d'Europe. Mais pourquoi ces vongoles aiment tant cette mer Adriatique ? La vongola, c'est un animal qui a des caractéristiques écologiques particulières. C'est-à-dire un fond de sable avec très peu de vase, et en plus, pas trop de profondeur. La profondeur maximale, c'est autour de 15 mètres, pas plus de 15 mètres. Alors, en général, en Adriatique, il y a cette zone des sables côtières à peu près répandue. En plus, l'Adriatique, il y a des rivières, les Po, l'Adige, ce sont des rivières qui amènent une quantité d'eau douce. Et qui dit beaucoup d'eau douce, arrivant dans une mer salée, dit grande production de phytoplancton, la nourriture principale de ce bivalve. Un mollusque qui se nourrit en filtrant l'eau
grâce à ces deux siphons. 6 heures du matin, tous les bateaux sont déjà de retour au port. Il ne faut pas traîner, car ici, on travaille une matière vivante. Direction la coopérative des pêcheurs pour le processus final, dans une ambiance, disons, un peu réfrigérée. Quand le produit arrive, il y a des tailles différentes. Que faisons-nous? Nous les sélectionnons par taille. La taille est très variable. On peut avoir de grandes vongoles comme celle-là. Elle a 37 mm ou des vongoles plus petites. Mais du point de vue commercial, une vongole peut être pêchée et commercialisée si elle a une taille supérieure à 22 mm. Ces mollusques, arrivant directement de la mer Adriatique, n'ont pas besoin de beaucoup d'attention. Un simple rinçage et hop, emballé. Un format de 10 kg pour les grossistes et de 500 g à 1 kg pour les supermarchés. Avec, comme pour tout produit alimentaire, un étiquetage très précis. Pour le consommateur, l'étiquette est très importante parce que dessus, il y a la date d'emballage. Si on a la date de conditionnement, on peut savoir si un produit est frais. La vongole a une durée de vie moyenne de 7 jours pour notre Camellia gallina. Des vongoles qui sortiront d'ici à 3,50 € le kilo, vendues en Italie sur les étals des poissonniers entre 6 et 10 € le kilo. Mais celle que vous retrouvez le plus souvent dans votre plat de spaghettis, eh bien, ce n'est pas la palourde sauvage, c'est sa cousine, la palourde d'élevage. Un mollusque en poil plus gros qui prospère dans le delta du Pô. C'est là que sont récoltées près de la moitié de celles qu'on appelle les vongole verace d'Europe. Le delta du Pô, 50 km au sud de Venise, voici la plus importante zone de production de vongoles d'élevage de toute l'Italie. Rendez-vous sur la lagune de Goro, plus connue sous le nom de Sacca di Goro. Suivons notre guide, Edoardo Turola, biologiste, qui travaille dans le delta depuis plus de 40 ans. Là, c'est la Sacca di Goro. C'est la lagune la plus méridionale du delta du Pô. Une parmi les nombreuses du delta. Très particulière car c'est une lagune assez petite, environ 3000 hectares. Et les paramètres comme la salinité, la température, y sont intermédiaires entre ceux du fleuve et ceux de la mer Adriatique. Une bonne salinité certes, mais surtout ici, beaucoup de nourriture pour ces vongoles. Cette caractéristique est due au fait qu'elle a des eaux très riches en aliments qui se forment grâce à l'apport de nutriments amenés par le fleuve. Et c'est l'ensemble de ce microcosme si particulier qui a fait de cette région, depuis un peu plus de 30 ans, le leader européen de la vénériculture. Ici sont récoltés chaque année près de la moitié des vongole verace d'Europe. Mais comment cultive-t-on une vongole? Départ avec le responsable technique de la plus grande coopérative de Goro. Tous ces poteaux que vous voyez, ce sont les limites des concessions des coopératives qui exploitent et élèvent dans la Sacca di Goro. Il y a environ 50 coopératives auxquelles la région, donc l'État italien, a attribué une concession, un bout de terrain, si l'on peut dire. Avec plus de 1500 pêcheurs, plutôt éleveurs sur une si petite surface, vaut mieux être bien organisé. Tous les soirs se tient un conseil entre les pêcheurs et le bureau commercial du consortium qui décide le quota du lendemain. Si c'est 20, 30, 40, 50 kilos par associé. Donc chaque associé pêcheur a le même quota. Ici, la culture de la vongole n'est pourtant pas une tradition très ancienne. Dans cette région de Goro, tout a basculé au milieu des années 80, quand on a introduit une nouvelle espèce, la Philippinarum.
plus connu sous le nom de Vongole verace, une espèce exotique avec une très grande croissance. Avant l'arrivée de cet âge d'or, la population du delta du Pô, faute de travail, devait le plus souvent émigrer à l'étranger. Moi, je suis né en 1963, donc j'ai 59 ans. Avant, on avait seulement les Vongoles locales. C'était vraiment pas la même chose. C'était il y a longtemps, ça fait tellement d'années. Mais tout d'un coup, en 86, ça a été comme un don du ciel avec la Vongole Filipina. Tous ces gens importants, ces biologistes et tout, qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Ça a été une belle satisfaction, ce changement. D'une certaine façon, on est un peu les paysans de la mer. On sème, on récolte, on nettoie. Qui dit agriculteur dit culture, donc semence. Allons voir comment fonctionne une maternité de Vongole. Là, ce sont les micro-algues, le phytoplancton dont les Vongoles se nourrissent. Ici, nous avons isolé différentes espèces de micro-algues. On voit déjà une différence de couleur, donc il y a ici deux espèces. Ce dont les micro-algues ont besoin pour croître, c'est de la lumière et des nutriments. En laboratoire, ce sont des nutriments de nature chimique, donc artificielle. Ce sont des sels fertilisants que nous ajoutons à l'eau. Nous plaçons une petite quantité de cellules qui, dans ces conditions, commencent à se multiplier et à devenir plus denses. Seules les larves seront donc nourries avec ce plancton artificiel. Pour la suite de leur croissance, on puisera directement de l'eau dans la lagune. Une croissance qui durera encore quelques mois. Ces Vongoles ont presque 9 mois et elles sont prêtes pour être semées dans la lagune. C'est notre produit final. Le produit semé représente probablement 50% de la production des Vongoles récoltés, une fois adultes. Donc pour continuer à récolter de gros volumes dans la lagune de Goro, la reproduction naturelle ne suffit plus depuis longtemps. Actuellement, le banc naturel est trop pauvre. En conséquence, presque tous les pêcheurs ont besoin d'un apport pour continuer l'élevage. Retour au milieu de la lagune avec d'étranges petits poteaux rouges. Les piquets rouges que vous voyez dans mon dos, ce sont des piquets qui indiquent une zone où de très très petites Vongoles ont été semées. Elles ont ensuite été recouvertes d'une toile en filet pour éviter que les crabes ne les mangent. C'est donc pour indiquer que c'est une zone où ne pas pêcher, car c'est une zone de repeuplement. Elles restent là quelques mois et quand elles ont grandi, elles sont déplacées et ressemées dans d'autres zones. Donc on résume, 9 mois en maternité et presque 2 ans de plus en pleine eau avant de pouvoir faire moisson de nos Vongole verace. La barque rouge que vous voyez dans mon dos est en train de ramasser les Vongole verace. C'est un équipement calé à la proue du bateau. Un équipement dans lequel on pulse de l'eau sous pression qui remue le fond et fait arriver les Vongoles et tout ce qui s'y trouve dans un sac raccordé à tout ce matériel. L'embarcation recule quelques minutes jusqu'à ce qu'elle ait rempli le sac. Après, elle le remonte et passera à l'opération de la sélection. La grille permet de sélectionner l'épaisseur des Vongoles. Plus de 16 mm, c'est un minimum. Tout ce qui est plus petit est écarté et sera rejeté à la mer pour leur laisser la possibilité de grandir. Celles-ci sont trop petites. On va les rejeter dans un autre site.
Pour protéger cette manne qui fait la richesse des habitants de la région, on ne recule devant rien. Depuis quelques années, des dizaines de caméras de surveillance ont été disséminées sur toute la surface de la lagune. Et ce n'est pas tout. En plus des télécaméras, nous avons des plateformes fixes avec des gardes et aussi des embarcations qui vont vérifier pendant la pêche. Par exemple, quand ce n'est pas le moment de la pêche, ils font des rondes pour vérifier que personne ne fasse des opérations non autorisées. À peine récolté le quota du jour, chaque barque rentre au port pour le dernier contrôle. Mais avant d'être conditionnés, nos vongoles et verace devront passer par un processus un peu particulier. Car l'eau de cette lagune n'a pas forcément la même qualité que celle de la mer Adriatique. Il faut dire que l'eau arrivant du Pô n'est pas toujours des plus limpides. La dépuration consiste à faire filtrer à ces animaux de l'eau propre, de manière à faire baisser la charge microbienne relative à la présence de salmonelle ou d'Escherichia coli. En pratique, les règlements communautaires ne disent pas combien d'heures il faut dépurer. Mais les établissements, selon leurs équipements, leurs zones d'approvisionnement, donc leurs fournisseurs, réussissent à établir un temps minimum. Pour nous, c'est 12 heures. Dans ces bassins, on est donc obligé d'utiliser des technologies que l'on retrouverait chez nous pour filtrer carrément l'eau potable. Reste encore un dernier contrôle visuel avant l'emballage. Ces vongoles d'élevage suivent donc un processus très long, d'où un prix à l'exportation plus cher que les vongoles sauvages. Ici, on parle plutôt de 6 à 8 euros le kilo au départ du camion. La vénériculture pour la population de Goro est devenue depuis plusieurs années un véritable Eldorado. Pourtant, cette lagune est très fragile. Changement climatique oblige, l'inquiétude d'ailleurs s'installe. Probablement que l'année en cours, cette année 2022, nous aurons une chute de productivité due à des phénomènes sur lesquels nous ne réussissons pas à intervenir, comme la sécheresse. L'année 2022 a été particulière. Il y a eu peu d'apport d'eau douce, il n'a presque pas plu. Le Pô a donc amené peu d'eau douce. Et donc l'eau de la lagune, au lieu de devenir d'une salinité mixte, est restée très salée, quasiment comme la mer. Et ce n'est pas très adapté pour la vongole verace, parce que la verace est une espèce qui vit dans les eaux saumâtres. Et en conditions de salinité haute, elle ne meurt pas, mais elle a tendance à grandir plus lentement. Donc tout cela engendrera certainement une baisse de productivité pour l'année en cours. 70 ans que l'on n'avait pas vu un débit aussi faible du fleuve mythique du nord de l'Italie. Et si cela devenait une habitude ? Nous ne savons pas s'il s'agit d'un épisode unique, donc une année particulière, ou si dans les années à venir cela deviendra la norme. Nous espérons évidemment que non, mais quant au futur, nous ne sommes pas en mesure de faire des prévisions. La population ici vit quasiment exclusivement de la vongola verace. Si ces grands changements devaient continuer, le problème économique serait dévastateur. On reviendrait probablement à la situation des années 60, quand il fallait quitter ces villages pour trouver du travail à l'étranger. Bonsoir Régis Migy. Bonsoir Linda. C'est vous qui signez ce reportage. Vous nous avez apporté 2 assiettes de vongolais, des sauvages et de l'élevage. Alors en termes de goût, qu'est-ce qui les distingue ? Alors bon, déjà ce qui les distingue, c'est déjà la taille. Oui. C'est pas ça qui détermine ça le se goût. voit, ouais. On l'a vu dans le reportage, c'est plutôt le lieu où elles vivent.
Alors la sauvage, elle vit dans la mer, sauvage, et elle a un goût plus iodé, le goût traditionnel, un peu plus le goût de la mer. C'est celle qui est appréciée par certains gastronomes. La verace, c'est celle qu'on voit d'élevage. Celle-là, c'est celle qu'on voit le plus, par exemple, dans les restaurants pour les spaghettis vongole. Elle a un avantage, elle est un peu plus douce, et elle a un peu plus de chair. Un avantage pour les restaurateurs, peut-être. On va parler du prix maintenant. On a vu dans votre reportage que les vongolais sauvages, les producteurs les vendent à peu près 3,50 francs le kilo. En Suisse, combien est-ce qu'elles coûtent dans les grandes surfaces ? Alors, on a fait un petit peu le tour des grandes surfaces en Suisse, en novembre en particulier, pour voir des prix. Mais la sauvage, elle était entre 24 et 28 francs le kilo. C'est un peu étonnant pour dire qu'elle part à 3,50 francs, en fin de compte, d'Italie. Alors, en fin de compte, ça fait 5, 6, voire 7 fois la multiplication de son prix. C'est un petit peu surprenant. Dans le monde de l'alimentaire, en règle générale, prenons par exemple l'exemple d'un œuf, produit en Suisse ou en Italie. Admettons qu'un grand distributeur l'achète à 50 centimes. Si on le multiplie par 2 ou par 3, c'est un peu l'habitude. On aura un œuf à 1 franc, ce qui est un peu la moyenne. Et bien, si on faisait la même chose avec l'œuf, on multipliait par le même facteur, on arriverait à un œuf à 3,50 francs, ça ferait déjà un produit assez cher. Un exemple tout à fait éloquent pour illustrer ces différences spectaculaires. Est-ce que pour la vongole verace, donc la palourde d'élevage, l'écart est du même ordre ? Alors pour la vongole verace, c'est un petit peu moins. Alors déjà, elle est un peu plus chère à la base. Elle sort, on va dire, à 6 à 8 francs le kilo. Au départ du camion en Italie, on la retrouve en Suisse entre 28 et 35 francs pour les endroits les plus chers. Voilà, on est dans un ratio de 4, c'est quand même déjà là aussi un produit populaire en Italie qui, juste en traversant les Alpes, est devenu un produit de luxe en Suisse. Voilà, pour ces prix qui ont été relevés fin novembre, début décembre, donc dans les magasins en Suisse, quand même, les différences sont salées. Les distributeurs, quels sont leurs arguments principaux pour justifier ces écarts ? Alors, on en a contacté plusieurs. Par exemple, on a Migros qui nous explique que c'est un marché de niche. Ils n'en vendent pas énormément. La plupart sont consommés, en fin de compte, dans les restaurants italiens, spaghetti vongole. Donc, Migros nous dit qu'ils n'achètent pas directement et ils passent par un grossiste en Suisse. Qui dit grossiste dit intermédiaire supplémentaire. C'est déjà peut-être une des parties de l'explication de cette augmentation importante du prix. La réponse de Coop, elle est beaucoup plus claire, beaucoup plus directe. Nous nous engageons pour des prix équitables et conformes au prix du marché. Voilà. Pour Manor, on a une explication plus surprenante. En fin de compte, une des raisons, parmi d'autres qui nous expliquent, ils nous disent que la vongole, du moment qu'elle est récoltée jusqu'au moment où elle arrive dans la grande distribution, elle perd beaucoup d'eau. Un peu surprenant. Espérons qu'elle n'en perde pas trop, parce que si une vongole n'a plus d'eau, c'est qu'elle est morte. Donc là, on n'appelle plus ça un produit frais. Ouais, et puis la vongole morte avant d'arriver dans la casserole, c'est pas très recommandé de la manger. C'est pas l'idéal. D'ailleurs, le meilleur moyen, c'est si on prend une vongole puis qu'elle est un peu ouverte, on la presse. Si elle reste fermée, c'est qu'elle est vivante. Merci beaucoup, Régis, pour toutes tes explications. Très bonne soirée à vous. Bonne soirée. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, le réchauffement des eaux est un enjeu pour la vénériculture, confrontée à toutes sortes de nouveaux prédateurs. Parmi eux, le crabe bleu, très friand de palourdes. Pour comprendre l'influence du changement climatique dans la Méditerranée, direction Ancône et son marché historique. La truppa, ciao amore, ciao. C'est quoi ces espèces tropicales qu'on a pêchées ici en ce moment? Du crabe bleu? D'accord, et puis? Aujourd'hui, il n'y en a pas? Il y a 10 jours, il y en avait. Maintenant, on n'en a plus. Ça vient de l'Amérique. Maintenant, avec la mer qui s'est réchauffée, les poissons tropicaux arrivent aussi chez nous. Il y en a bien d'autres, des espèces invasives que l'on ne connaissait pas en Méditerranée il y a à peine 10 ans. Comme ces poissons lapins qui broutent avec frénésie les posidonies, ces herbes aquatiques pourtant si essentielles à l'équilibre de la Grande Bleue. Voici aussi le magnifique poisson-lion et ses épines venimeuses. Ou encore ce joli poisson-trompette, plus joli sûrement à regarder qu'à manger. Pour comprendre pourquoi le choix des poissonniers est en train de changer, nous sommes allés voir un spécialiste des migrations sous-marines, situé en plein cœur du port de pêche de la capitale des Marches.
On estime qu'en Méditerranée, les espèces invasives, on en trouve environ 1000. Donc 1000 espèces différentes, 700 types de poissons et 300 sortes de crustacés. Bref, il y en a vraiment beaucoup de ces espèces invasives et la majorité vient du canal de Suez, donc par effet lessepsien. Un effet lessepsien venant du nom de Ferdinand de Lesseps, l'ingénieur qui donna naissance au canal de Suez il y a plus de 150 ans. Mais pourquoi l'invasion de ces espèces s'accélère depuis seulement quelques années ? Ces espèces sont venues en Méditerranée et elles s'adaptent bien en Méditerranée parce qu'elles trouvent un climat similaire à celui d'origine. À cause de l'augmentation de la température, du réchauffement global, la Méditerranée est en train de se tropicaliser. Une tropicalisation de la Méditerranée dont raffolent les espèces qui viennent via le canal de Suez. Mais d'autres arrivent par d'autres moyens. Les eaux de ballast des grands bateaux qui traversent le globe. Un nombre de cargos en constante augmentation, ce qui accélère encore ce phénomène migratoire et nous amène des espèces, disons moins mobiles en apparence, plutôt passagers clandestins. Le crabe bleu, Calinectes sapidus, est un prédateur phénoménal, un prédateur exceptionnel qui s'attaque à tout. Il est très fort. C'est aussi un prédateur pour les vongoles. On a d'autres espèces, celles que j'appelais avant les espèces lessepsiennes. L'une d'elles, l'Anadara kagoshimensis, qu'on appelle aussi coquillage de sang. Lui, il réussit à survivre dans des fonds vaseux où les autres bivalves ne réussissent pas à survivre. Et il atteint donc des quantités énormes. On parle de centaines de kilos au kilomètre carré. Une autre espèce, toujours lessepsienne, qui arrive des côtes indo-pacifiques jusqu'à la Méditerranée, c'est le Rapane vene. C'est ce très beau gastéropode, ce grand gastéropode. Lui aussi a su s'adapter dans un environnement dans lequel il n'a pas de gros prédateurs et donc il réussit à vivre et à se reproduire très vite dans nos eaux. Pour combattre ces espèces, la solution peut être simplement les manger. Et on a déjà commencé. Le crabe bleu, par exemple, est pêché en grande quantité depuis 5 ans environ sur les côtes tunisiennes. Le bivalve, Anadara kagoshimensis, lui est très apprécié déjà dans certains villages du sud de l'Italie. Quant au magnifique coquillage à nacre rose, on le pêche surtout sur les côtes bulgares. Mais pour bien valoriser ces nouvelles espèces, il faudra encore faire changer les habitudes des consommateurs. Nous, au CNR, nous avons un projet qui s'appelle Use It. L'objectif, c'est d'encourager l'utilisation de ces espèces, de les commercialiser, de les proposer dans les restaurants, de les mettre dans nos assiettes à la maison et faire en sorte que chacun d'entre nous contribue à la lutte contre ces espèces invasives, à lutter contre ces espèces qui ne devraient pas être là. Car que font-elles? Elles dégradent et détruisent notre biodiversité. Manger pour résoudre le problème? Oui, mais pour certains poissons exceptionnels, difficile d'appliquer la même solution. Alors que les espèces dont on parlait avant étaient comestibles, celle-ci, le Pala maculato, c'est un cousin du fugu japonais, n'est pas comestible. On ne peut pas le manger parce qu'il est hautement venimeux, il est très toxique. Et même après avoir cuit la chair, il n'est pas possible de le manger. On le reconnaît parce qu'il a ces taches noires le long du dos, et puis cette ligne blanche sur le côté. Conclusion, pour les pêcheurs amateurs et cuisiniers avant-gardistes, il vaudra mieux dans les années à venir bien se renseigner avant de se lancer dans de nouvelles recettes méditerranéennes. Et oui, les merveilles et mystères du monde marin. Retour sur Terre maintenant avec une histoire de boulangerie qui casse les oreilles et pourrit la vie de locataires vaudois. Compresseurs, bruit de chariot, mais aussi rats, blattes, fumée, un vrai calvaire, raconté dans ce reportage tourné en fin d'année dernière par Véronique Amstutz. Lausanne, rue de Cour 73.
Nous sommes devant un immeuble construit au début du XXe siècle. Son nom, la paisible demeure. En 2012, la boulangerie du rez-de-chaussée change de propriétaire et augmente sa production destinée dès lors à plusieurs enseignes, et la demeure n'est plus du tout paisible. Ce soir, nous avons rendez-vous avec Béatrice et Didier Koenka, locataires du premier étage, et Frédéric Ledesma, qui habite au deuxième, avec sa compagne et leurs 2 enfants. En août 2012, ça a été brutal, au point où on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas été mis au courant qu'il y avait un changement, un repreneur, et puis on s'est dit, mais ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et il y a eu un basculement quand ils ont ouvert à Puy leur boulangerie. C'est là où c'est devenu intolérable. Mais vraiment, il y a eu un soir, il y a eu tellement de nuisances qu'il y a eu 4 étages de locataires qui sont descendus. On a eu pendant 1 an et demi du tapage et des espèces de bruit de sillage. Et ça, c'était très récurrent, ça pouvait être n'importe quand dans la journée. Dimanche, jour férié aussi compris, donc c'était l'horreur. Alors la chambre de ma fille, c'est la plus exposée. Elle a été très très exposée. Il y avait déjà la vibration du compresseur. Chose que nous, on ne se plaignait pas à la base de ces vibrations de compresseur, mais en fait c'est exponentiel parce que comme le matériel est très vétuste et qu'ils surproduisent avec du matériel très vétuste, l'usure se fait encore plus rapidement. Une étude d'un bureau spécialisé prouve que le niveau du bruit dans le logement dépasse la valeur limite de 10 décibels. Par exemple, si vous entendez une ambulance à l'intérieur de chez vous, c'est ça. Et si vous y ajoutez 10 décibels, c'est ça. Les locataires accumulent les preuves de nuisance, tentent le dialogue avec la boulangerie. Je suis descendue, je pense, toutes ces années, en tout cas 3 fois par semaine, soit pour essayer de parler avec le personnel, demander d'arrêter. Et je suis descendue, je pense, sans exagérer, 400 à 500 fois. La toute première pétition est partie il y a 10 ans, c'était notre voisine du 3e, notamment parce qu'en fait ils utilisent des chariots avec des roues très dures. Alors quand ils roulent avec les chariots, vous avez l'impression qu'il y a le train qui passe. Elle avait obtenu à l'époque, je crois, qu'ils mettent des roues en caoutchouc ou des pneus. Ce qui a été fait, mais comme tout ce qui est demandé, c'est toujours sous la contrainte et ça ne tient jamais plus que 6 mois, 1 année, ça c'est revenu comme au bon vieux temps, on va dire. On a eu des nuisances, je dirais des rats, des blattes, on a eu la totale. On a eu aussi des incivilités, parce qu'ils font pas attention, les poubelles n'importe comment, les odeurs, on a des odeurs de nourriture. Enfin, je pense qu'on a eu la totale. Il y a une année, c'est au mois d'octobre l'année dernière, on a commencé à subir des émanations de fumée, de brûlés. Tout d'abord dans la salle de bain, nous avons 2 salles de bain, une douche et un bain, ça consistait à polluer le bain, qui était devenu totalement irrespirable et inutilisable. Ensuite, on a eu des émanations qui sont venues par les planchers, dans mon bureau, puis après, même sous notre lit. Mais il aurait fallu 11 mois pour faire intervenir la gérance. 11 mois pour ce problème, mais il en reste de nombreux que les propriétaires et bailleurs, les retraites populaires, n'ont pas l'air pressés de résoudre. C'est des années de souffrance, c'est beaucoup de fatigue. C'est quand même 10 ans maintenant que ça a commencé. C'est allé jusqu'à une atteinte à votre santé? Oui, c'est allé jusqu'à une atteinte à ma santé, oui. En lien avec les nuits interrompues par toutes sortes de bruitages à n'importe quelle heure. C'est 10 ans de stress quotidien. Pourquoi pas avoir déménagé? Alors, excellente question. Tu veux répondre? Je te laisse répondre. Peut-être. On n'a pas déménagé parce que c'est un appartement aussi qu'on a choisi, qu'on aime beaucoup. Et puis aussi en lien avec la vie sociale. Nous n'avons pas de voiture, nous avons les transports publics ici à proximité, aussi en lien avec l'handicap de mon mari. Et ça compte pour nous. Et puis, il n'y a pas de raison que ce soit les victimes qui doivent s'en aller. La famille Koenka vient d'obtenir partiellement gain de cause devant le tribunal des Baux.
Mais la famille Ledesma a reçu, elle, une résiliation de bail accompagnée d'un courrier de l'avocat des retraites populaires dans lequel on lui reproche, entre autres, de s'être adressé à la presse et d'avoir tenu des propos peu amènes envers les propriétaires. Je sais que c'est pas évident pour une gérance en propriétaire de régler des conflits entre locataires. C'est quelque chose de très, très compliqué, hein, parce qu'il y a ces histoires comment on appelle ça, de sensibilité. Est-ce qu'un autre locataire aurait supporté ou pas. Ça, je comprends très bien. Mais ce que je trouve très bizarre, c'est que la gérance, il y avait quand même un passif qui est quand même assez grand avec cette boulangerie, et qu'elle est censée faire un arbitrage. Et le fait qu'ils résilient notre bail, ça m'étonne pas tellement. Ils veulent vraiment se débarrasser de nous, parce qu'ils veulent vraiment qu'on arrête les procédures, en fait. Et cette gérance, donc, ce sont les retraites populaires, explication et justification du bailleur au micro d'ABE. À Lausanne, Sébastien Anchaud, responsable du service patrimoine et gérance des retraites populaires, nous reçoit et nous donne sa vision de la paisible demeure. 73 avenue de Cours, on a un immeuble d'habitation mixte avec une surface commerciale au rez-de-chaussée, en l'occurrence une boulangerie qui est présente depuis une trentaine d'années. Mais une boulangerie qui a quand même bien évolué en 2012. On a une boulangerie artisanale qui produit du pain pour le quartier de manière artisanale. On a même un expert qui a pu la tester récemment. À partir de 2013, la boulangerie s'est développée d'une telle manière que les habitants de l'immeuble parlent de semi-industrialisation. Pour rappel, le bruit dépasse alors la norme de 10 décibels. Est-ce qu'on peut quand même pas se dire qu'une telle installation dans un vieil immeuble comme ça, c'est un peu inapproprié? On parle d'une boulangerie de quartier artisanale, d'un tea room de quartier, dans une configuration qu'on connaît partout. On souhaite, je crois, avoir des commerces au rez de nos bâtiments, d'avoir une vie dans les quartiers, dans les villes. Et ce commerce en fait partie, clairement. Et on attire d'ailleurs l'attention des locataires qui arrivent pour la partie logement dans ce bâtiment. On attire leur attention dans le contrat sur le fait que c'est un immeuble mixte avec cette configuration. Je connais quand même peu de commerces qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, franchement. Mais la boulangerie artisanale, je ne sais pas vous, mais moi j'aime aller chercher mon pain de bonne heure le matin et j'aime l'acheter frais, donc il faut bien le produire avant. Oui, mais ils ont un jour de fermeture. C'est la nature d'une activité de ce type. Vous savez, c'est un quartier assez attractif à Lausanne. Hein. Malgré leurs plaintes et interventions à répétition, les locataires ont l'impression qu'aucune modification n'est imposée à la boulangerie. Nous, on a un rôle de bailleur et de médiateur. On essaie de faire vivre le mieux possible nos immeubles. Vous savez, on n'a pas que celui-ci, on en a 600 autres dans la région suisse romande. Donc on fait vivre nos bâtiments le mieux possible. On défend les intérêts de l'ensemble de nos locataires, qu'ils soient locataires de logement ou locataires commerciaux. Quand il a fallu sommer le locataire commercial de prendre des mesures, on l'a fait. Et puis il a agi, on l'a accompagné. On l'aura compris, vu des retraites populaires, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Ou plutôt, rien à entendre. Mais un locataire qui s'est exprimé un peu plus fort que les autres s'est vu résilier son bail. Pourquoi ? Pas en raison de la procédure, en raison du fait qu'à de nombreuses reprises, ils ont remis en question nos compétences et notre professionnalisme en qualité de bailleur. Mais l'histoire n'est pas terminée. 2 jours avant cette interview, les habitants d'un immeuble voisin se sont plaints auprès de leur régie de bruits incommodants pendant la nuit en provenance du 73 avenue de Cours. Une querelle de voisinage visiblement pas près de se terminer. Affaire à suivre. Et pour conclure cette émission, vous prendrez bien quelques feuilles de salade. Après les fêtes, ça ne peut pas faire de mal. Mais en plein hiver, quelle est la salade avec l'impact environnemental le plus faible ? Petit comparatif écolo-conso avec Charles Reinmann. En hiver, quelle est la salade la plus écolo ? Celle cultivée sous serre non chauffée en Espagne ou celle cultivée sous serre chauffée en Suisse ? Réponse, très souvent, celle cultivée en Espagne. On vous explique pourquoi. Il y a plus de 40 ans, à bon entendeur se préoccupait déjà du gaspillage énergétique. Eh bien, pour faire pousser une salade verte en hiver, il faut l'équivalent en énergie de 1 litre de mazout. Aujourd'hui, on ne mesure plus l'impact environnemental en mazout, mais on utilise d'autres indicateurs comme ici l'UBP, l'indicateur d'impact environnemental global.
c'est Zéro Émission Group, une association d'étudiants de l'EPFL qui a mené l'enquête. Leur pôle, spécialisé dans l'analyse de cycle de vie, compte une dizaine de membres, dont Courdine. Bonjour, je m'appelle Courdine et ensemble avec Giovanni Audibert, nous allons mesurer l'impact environnemental de la production de salades hors saison en Suisse et en Espagne dans des serres alimentées à l'énergie fossile et l'énergie renouvelable. Voici le classement du pire au meilleur. En 4e position et de loin, la salade suisse qui a poussé en hiver sous une serre alimentée par des énergies fossiles. Un type de chauffage encore très majoritaire aujourd'hui, plus de 90% des serres suisses sont chauffées avec ce type d'énergie. Le problème est que le consommateur n'a aucune idée de la méthode de production de la salade, mais uniquement de sa provenance, ce qui est une information essentielle d'un point de vue environnemental. Mais on espère que cela va changer à l'avenir et que plus de serres seront alimentées à l'électricité solaire et équipées avec des pompes à chaleur. La Migros, de son côté, s'engage à ce que 100% des fruits et légumes suisses proviennent de serres chauffées aux énergies renouvelables d'ici 2025. A noter que la COP note sur l'emballage de ces légumes s'ils ont poussé en plein air ou sous serre. Par contre, on ne peut pas savoir si la serre en question est chauffée et avec quelle énergie. 3e, la salade sous serre d'Espagne. Elle a un bilan presque 3 fois meilleur pour la planète. Et ce, malgré les 1800 km parcourus en camion réfrigéré de l'Andalousie jusqu'en Suisse. Effectivement, les températures et l'ensoleillement au sud de l'Espagne sont supérieurs au minimum requis pour la culture de salade, ce qui permet d'économiser de l'énergie sur l'éclairage et le chauffage. Il est important de mentionner que l'impact relativement faible du transport est lié au camion. Pour les fruits et légumes transportés par la voie aérienne, l'impact s'empire massivement d'un facteur 10. On regarde uniquement les facteurs quantifiables tels que les émissions de CO2 et l'énergie requise. Cette étude ne prend pas en compte les conditions de travail ou même l'impact direct des énormes champs de serre sur le paysage, ce qui est souvent critiqué en Andalousie. Ainsi, local ne veut pas systématiquement dire plus vert. Médaille d'argent, la salade suisse alimentée par des énergies renouvelables. Elle s'en tire bien mieux que sa cousine alimentée par des énergies fossiles. Enfin, numéro 1, sans surprise, une salade locale et de saison, cultivée en plein air, donc chauffée par les rayons du soleil. C'est le mode de production le moins énergivore. Le meilleur réflexe reste donc de manger local et de saison. Et même, si vous le pouvez, de cultiver vos propres légumes. De l'énergie, il y en a dans tout ce que nous consommons. Cela signifie que nous avons finalement, nous, consommateurs, la solution en main.